Un, 2, deux, 3. trois. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bonjour, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Les Fameux. On est disponible tous les dimanches à 18h. On se retrouve sur YouTube, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire sur l'épisode, sur ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également nous poser des questions parce qu'on ne va pas pouvoir énumérer tout le sujet qu'il y a et qui porte sur le flamenco aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir Lorraine. Je suis ravie d'être là. Donc bienvenue sur le podcast. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du flamenco, ton parcours, je sais que tu as fait un master. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu tout ça? Oui. Comment s'est passé ton parcours scolaire? Comment après t'en es venu à ne pas prolonger dans l'événementiel et la communication et partir sur Séville? Oui. Alors oui, donc effectivement, moi, j'ai fait un master en communication médiation culturelle et ce n'est qu'après que j'ai souhaité partir à Séville pour découvrir le flamenco. Même si la danse, en fait, elle a toujours fait partie de ma vie. Quand tu faisais les études au master, tu dansais? Je pense que j'ai commencé à danser à l'âge de 3 ans, avec ce qu'on appelle l'éveil corporel. Et après, la danse ne m'a plus quittée. C'est venu de tes parents qui t'ont inscrite à la danse très tôt ou c'est toi qui demandais un petit peu? Je crois que c'est une combinaison des deux. Okay. Je n'ai plus de souvenirs de ce moment-là de ma vie, mais oui, je sais que ça a toujours occupé une grande place dans ma vie, la danse. Et même si j'ai jamais fait de conservatoire ou d'école dite professionnalisante dans la danse, j'ai quand même toujours continué à prendre des cours. Et même quand je suis partie faire des études donc à Avignon et Aix, j'ai continué à prendre des cours là-bas. Tu prenais des cours de danse, un petit peu tout type de danse? De ce qu'on appelle du modern jazz et du contemporain. Ouais. Okay. Donc le flamenco est arrivé assez tard. Je crois que je devais avoir 23-24 ans. Ce qui est assez tard pour... Et du coup, pourquoi après ton master, tu te dis « Allez, je vais à Séville étudier le flamenco ». C'est quoi le déclic à ce moment-là? Parce que j'avais pas vraiment d'envie professionnelle définie. Le milieu de la communication, de l'événementiel, c'est sympa, mais je sentais un peu toujours cette frustration à l'idée d'organiser des spectacles pour les autres. Okay. Et de rester dans le côté administratif et organisationnel. Quand on aime une discipline artistique, on a envie de l'éprouver, quoi. Et je me suis dit que c'était ce moment, c'était cette période qui était un peu opportune pour vivre cette aventure. Et avant de partir à Séville, et aujourd'hui tu fais beaucoup de spectacles, on va en parler. Est-ce que tu avais déjà fait des prestations, des spectacles en solo, en groupe? Oui, mais alors jamais à caractère professionnel. J'aurais été une pratique amateur. Et d'ailleurs, je suis partie à Séville sans avoir du tout l'ambition ni le projet d'en faire un métier. C'était découvrir le flamenco pendant 1 an pour aller à la source et voilà. Et finalement, je crois que tu es resté 3 années. Voilà. Finalement, j'y suis restée 3 ans. Mais comme beaucoup, on fait tous ça. On se dit quelques mois et puis on y reste des années. Et oui, donc voilà, 3 ans. Et après, et même de retour en France, ça n'a pas été forcément une évidence d'en faire un métier. C'est juste que j'avais pas envie d'arrêter de danser. Le meilleur moyen. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les 3 années à Séville, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as appris? Oui. Et aussi la culture espagnole. Voilà, nous partager un petit peu tout ça. Culture espagnole,
Elle est merveilleuse. Non, bah alors la première année, donc j'ai intégré une école qui s'appelle la Fondation Cristina Iren et qui est donc spécialisée dans le chant, la guitare et la danse flamenco. Ok, donc le domaine artistique. Bah, tous les arts du flamenco. Voilà, Ok. on a vraiment les 3 piliers, guitare, chant et danse. Et, et donc 1 an, donc des cours tous les jours, 5 fois par semaine, 5 heures de cours par jour, enfin le paradis. Et, euh, et à la fin de cette école, on donnait un spectacle. Chaque trimestre, on avait des évaluations. Enfin, c'était une école diplômante. Voilà. Même si le diplôme en flamenco, ça ne va pas forcément dire grand-chose. Mais c'était un enseignement académique. Enfin, c'était académique. C'est pour mettre un cadre. Oui, voilà. Puis pour une motivation aussi, peut-être, pour les élèves. Et donc, je devais rester 1 année, puis j'obtiens une bourse à la fin de cette première année, enfin la moitié d'une bourse qui me permet de financer la deuxième. Et à la fin de la deuxième année, j'ai une bourse entière, donc pour la troisième année, je me suis dit, bon, allez, si vous insistez, je reste. Ben voilà, 3 ans. Et c'est quoi la différence en termes d'apprentissage sur la première année, la deuxième année, la troisième année? Ah bah là, la première année, moi, j'y allais vraiment vierge de tout savoir, hein. Enfin, j'en avais fait quelques mois ici en France à Gap avec une prof qui s'appelle Elisabeth Martinez, qui donnait des cours à Gap, mais j'en ai pris quelques mois, enfin 6 mois, on va dire, avant de partir. Ça a été vraiment un coup de foudre, le flamenco. Je dis, voilà, c'est ça que je veux visiter, que je veux explorer. Et, euh, et la première année, c'est vraiment basé sur ce qu'on appelle l'étude du compas, le rythme, parce que c'est un univers rythmique assez complexe, le flamenco. Quand on vient de la danse, parce que moi je suis partie un peu, pas sûre de moi, mais je me suis dit, bon, je fais de la danse depuis 3 ans, ça devrait aller. Alors pas vraiment, là c'est une culture, le flamenco c'est une culture, donc on plonge dans cet univers un peu à la fois compliqué, mais à la fois c'est passionnant, parce qu'on en apprend toujours, même 15 ans après. Oui, ça fait 15 ans. Je vous laisse faire le calcul. Donc la première année, c'est ça, c'est vraiment la découverte, le compas, la technique de base de pied, de corps, de main, de bras, de posture. La deuxième année, ça va être plus, toujours, on répète toujours la technique parce que c'est très long à Assimiler. assimiler la technique. Déjà, travailler le corps en conscience, le temps, voilà, que le corps imprègne, il faut parfois des années. On découvre 5 ans après, ah, c'était ça que voulait dire le prof. Donc on poursuit ce travail technique avec voilà, toujours plus de difficultés techniques on avait beaucoup aussi l'intérêt de cette école, c'est qu'on travaillait avec d'autres élèves en guitare et d'autres élèves en chant, donc on mélangeait les disciplines et on pouvait voir l'interaction entre guitare, chant, danse qui est important en flamenco, ce dialogue. Pour les gens qui connaissent pas du tout le flamenco, est-ce que tu arriverais à nous le décrire en quelques mots? Alors le flamenco, vraiment c'est une culture. C'est une culture, mais j'aime bien dire que c'est un cri, le flamenco, parce que ça vient de... Enfin, c'est andalou, c'est né en Andalousie, de mélange de plusieurs cultures et de plusieurs peuples, mais la correspondance entre les différents peuples, c'est que c'était des peuples en souffrance. C'est pour ça que je dis un cri de liberté, un peu, de justice, de besoin, voilà. Donc ce cri de liberté, c'est vraiment ce qui pour moi traduit le flamenco parce qu'on peut exprimer beaucoup, beaucoup de choses dans les différents palos. Les palos sont les genres, les différents chants, les différents genres, du flamenco. À la fois gai et parfois très triste aussi. Ok, tu peux vraiment avoir des ondes plutôt négatives et des ondes plutôt positives oui, à l'intérieur du flamenco. Déjà, on appelle le flamenco à la base, avant d'être une danse, c'est un chant. Et donc les chants, ça vient du milieu populaire, hein, c'est ce que vivent les gens dans la vie, en fait. Les letras, c'est-à-dire les couplets, les cris sont inspirés de la vie de tous les jours.
Donc, du paysan dans les champs, du mineur dans les mines, après on va avoir des discours de deuil, de joie aussi, d'amour perdu, d'amour retrouvé. Enfin, c'est vraiment voilà, la vie d'une personne lambda. Mais le chant a beaucoup aidé, voilà, comme je disais, des populations en souffrance. Et donc, beaucoup de chants sont inspirés de cette vie-là, de souffrance. Toi qui danses depuis de nombreuses années, Mhm. en termes physiques, au niveau coordination, c'est quoi ce que tu mettrais en avant au niveau des bienfaits de la danse? De la danse, bon, particulièrement du flamenco, la coordination, effectivement, c'est un sacré travail de coordination. Je donne des cours et mes élèves me le soulignent à chaque fois. La coordination, la mémoire aussi. La mémoire et puis la liberté de pouvoir exprimer des choses, de laisser parler le corps. Voilà, un corps qu'on n'a pas toujours, avec lequel on n'est pas toujours en connexion dans la vie de tous les jours. Donc là, c'est l'occasion. Et une personne qui a jamais fait de danse, qui aurait envie, mais le regard des autres, d'aller dans un cours, d'avoir ce phénomène de lâcher prise, etc. C'est quoi les mots que tu aimerais lui dire pour dire que ça soit un homme à une femme, vas-y, essaie si au fond de toi tu as envie? Après, le flamenco, c'est une danse vraiment démocratique, c'est-à-dire c'est pour tous les corps, tous les âges, hommes, femmes. C'est pas, je pourrais un peu le comparer à la danse classique où voilà, il y a quand même un stéréotype de corps, notamment de danseuses. En flamenco, non. En flamenco, pas du tout. Donc déjà là, ça lâche un peu de pression à ce niveau-là. Et pourquoi le flamenco? Parce que, enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à libérer plein de choses. Je suis beaucoup moins timide qu'avant. Ça se voit pas tout de suite. Ça t'a donné un peu de confiance en toi? Oui, oui, parce qu'en plus, c'est une danse qui peut être, enfin, que moi je trouve très théâtrale dans le sens où on va jouer les émotions, enfin, interpréter les émotions, mais donc c'est de l'interprétation d'émotions, ça reste quelque chose dans l'ordre du. C'est un petit peu théâtral. Ouais, c'est pas théâtral, mais c'est pas joué vraiment, c'est ressenti, mais c'est exploré. Voilà, c'est vraiment exploré. Est-ce qu'on peut revenir sur Séville? Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'y passer une petite semaine là-bas, mais pas 3 années. Du coup, j'ai trouvé ça magnifique. Oui. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire la vie à Séville de manière générale? Les 3 années que tu as passées là-bas, c'était comment et comment tu décrirais cette ville que j'ai trouvée magnifique? C'était où? T'as eu le temps de faire le tour? Ouais, sur une petite semaine quand même. Ouais. Non, mais j'adorais. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Je sais pas si je suis très objective. Parce que je retourne régulièrement en Espagne, notamment à Madrid. C'est pas le même. J'aime beaucoup Madrid, mais c'est pas le même attachement. Non, Séville, c'est décrire la ville de Séville. C'est déjà au niveau architectural, c'est magnifique. On a pas mal beaucoup C'est très beau. d'héritage arabe dans toute l'architecture. C'est à Séville et aussi à Cordoue. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Cordoue. Oui, Enfin, oui. la mesquita, là, c'est juste une œuvre d'art. Mais oui, et puis la douceur de vie, enfin voilà, les ruelles, la douceur de vivre à Séville, le rythme de vie à l'espagnol. À 19h, les rues commencent à se remplir de monde, jusqu'à se déplacer sans toucher terre, tellement il y a du monde. Et non, puis toutes les générations sur la place du village jusqu'à minuit à discuter, enfin, c'est assez propre à l'Espagne. Ouais, je le vois pas trop en France. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que j'irai pas vivre là-bas? Ah si. Revenir, ça a été compliqué. Mais après, comme je disais, moi, j'avais pas envie d'arrêter de danser. Et danser à Séville, du flamenco, bon, je suis pas la seule à avoir cette idée-là là-bas. Et puis bon, après, financièrement, c'était plus possible. Donc, voilà, je suis rentrée. Mais oui, vivre là-bas, ça a été 3 années Magnifique. magnifiques. Donc aujourd'hui, tu transmets Mhm. le flamenco. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les cours que tu proposes? Je sais que tu proposes aussi un petit peu des stages. Oui, Tu as une association. oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ben, l'association, c'est une association compagnie aussi
qui porte des projets de spectacle, qui porte des artistes de flamenco et qui donc organise des cours et des stages. Et je l'ai créé à mon arrivée en France, mon retour en France en 2014, donc je crois. On a fêté les 10 ans il y a 2 ans. Et je propose des cours réguliers à Gap, dans une salle qui s'appelle le Carré Singulier, donc à l'entrée là, de Gap, une fois par semaine pour des cours, on va dire intermédiaires. Et j'organise beaucoup des stages saisonniers, l'hiver, l'été. Donc les personnes qui voudraient s'initier ou qui ont déjà fait du flamenco, ils peuvent venir au sein de l'association sur Gap Bien sûr. et prendre des cours. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle El Coral Oui, Flamenco, El c'est ça? Coral Flamenco. Très bien, Voilà. c'est ça. Donc on mettra du coup le lien de l'association en description avec les coordonnées si vous voulez vous y rendre ou prendre contact avec Lorraine. Et d'où tu as choisi ce nom-là? C'est venu comment? El Coral Flamenco, alors c'est marrant, ça a été suggéré par une amie danseuse qui faisait partie de notre première équipe de spectacle, hein, qui s'appelle Cristina, qui est italienne, qui est retournée vivre en Italie. Et El Corral, en fait, le corral, bon, littéralement, c'est le poulailler. Mais ça veut aussi dire, ça définit aussi, je sais pas si tu vois les espaces comme ça à Séville, les bâtiments en rond avec un patio. Enfin, c'est intérieur, hein, avec une cour, un patio et tous les appartements distribués en rond. Bah, le corral, c'est un peu cet espace-là où, où avant on pouvait se retrouver pour du théâtre, pour faire de la musique. Enfin, c'était un espace quand même où on partageait des moments d'art, quoi, de l'art entre voisins. Donc c'était voilà, El Corral et Flamenco parce que c'est ce qu'on fait. Et tu vas souvent également sur Paris, Oui. Oui, oui. où tu retrouves beaucoup d'artistes, vous faites de la création. Mhm. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de mots de tout Oui. ça? Bah là, j'en viens. Justement, j'y étais à la fin du mois dernier. Ouais, bah non, j'étais là au début du mois. En fait, les Parisiens là, sont des danseurs, des amis danseurs et musiciens que j'ai rencontrés à Séville. À la Fondation, on a suivi plus ou moins le même cursus. Et donc, on s'est retrouvés après pour créer des spectacles. Et notamment, là, on est sur la création d'un spectacle, enfin la réécriture d'un spectacle qu'on a créé en 2018 qui s'appelle El Picaporte, qui signifie poignée de porte en français. Et avec une nouvelle équipe, enfin une équipe qui a un peu changé et beaucoup de nouvelles compositions, aussi chorégraphiques et musicales. Donc la trame est la même, mais le spectacle va pas mal changer. On est 4 danseuses, une chanteuse, un guitariste et un percussionniste. On est 7 au total. Et voilà, on a relancé la création. Donc on vient de faire une semaine de résidence et on va probablement en faire une en juillet pour une programmation à venir en 2027. Donc, Du coup, c'est une résidence artistique où vous essayez de vous regrouper tous ensemble, ce qui n'est pas évident quand on est 7. bien sûr. Et là, le but sur, par exemple, une semaine, c'est vraiment de créer de A à Z le spectacle. C'est ça. Comment vous arrivez à trouver les idées, à vous mettre d'accord? C'est quoi les enseignements de tout ça? Alors, c'est vrai que bon, c'est un projet auquel je suis à l'origine, donc il y a eu un temps de réflexion bien en amont. Une semaine, c'est un peu court sinon. Mais voilà, de préécriture, de penser un petit peu des tableaux, des images, enfin, je fonctionne un peu comme ça, des musiques, des ambiances. Heu, Après, c'est vrai que je composais aussi des chorégraphies seule. Après, vraiment, la création, et c'est ce qui est intéressant, c'est voilà, quand on est tous ensemble et qu'on va s'échanger les idées, d'autres vont proposer des choses et ça va se construire comme ça. Ce qui, voilà, ce qui va donner lieu à quelque chose qui n'était pas pensé au départ, ou alors si, mais en mieux. Quel doigt, toi, tu pointerais sur le travail en équipe? À quel point c'est important et à quel point c'est également difficile? Oui, bah, c'est tout à fait ça. En quel point c'est important? Parce que c'est le travail, la recherche est beaucoup plus riche. Voilà, ça ouvre sur des idées, des perspectives, qu'on n'aurait pas eues tout seul.
Puis moi, je suis quelqu'un qui est efficace dans le groupe, en fait. Seul après, je m'éteins un peu. Tu te nourris un petit peu. Ouais, je me nourris du travail en équipe et du collectif, quoi. Après, c'est vrai que le travail en équipe, c'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner, puis on n'a pas tous les mêmes agendas, surtout à cet artiste à avoir sur une période, T'essayes de faire combien de spectacles à peu près sur une année? c'est très variable. Ça dépend vraiment des programmations. Là, par exemple, dans un autre registre qui est vraiment un spectacle tablao. Un tablao, c'est la scène traditionnelle flamenca. Donc, danse, chant, guitare et un peu d'improvisation. Là, par exemple, j'ai des spectacles la semaine prochaine, et puis en juillet, puis en juin. Puis, voilà. Ça dépend vraiment. Là, on commence un peu la période où Et on a le plus de programmation. là, tu arrives à vivre pleinement de la danse. Mm. Avec les cours Donc là, tu fais cours au sein de l'association et après, pas mal de spectacles. C'est quoi que tu fais le plus? Plus des cours, plus des spectacles? Ça dépend peut-être de la saison. De manière générale, plus des cours, parce que j'en donne aussi dans une autre association qui s'appelle la Plaine à Luz, à Fort-Calquier. D'accord. Où là, j'ai pas mal enfin, j'ai 3 groupes, donc plus de cours et je donne aussi des stages là-bas, une fois par semaine, le dimanche. Donc oui, plus je vis principalement des cours, je donne aussi des cours particuliers à la Reine. Ah oui, donc les gens qui nous écoutent, ils peuvent soit venir te contacter directement pour la Gap, soit sur la Reine, c'est possible. Sur la Reine, s'ils veulent. Et même s'ils sont plus du côté de Fort-Calquier, c'est également possible. C'est ça. On a un créneau le samedi matin pour les cours particuliers à la MJC de la Reine. D'ailleurs que je remercie la MJC. Et comment ça se passe? Il y a des cours débutants, intermédiaires, confirmés? Alors dans les différentes associations, oui, les cours sont un peu définis comme ça. Après, le cours particulier, c'est à la demande. Mais à Gap, oui, je vais avoir, on va dire, faux débutants intermédiaires. C'est toujours très compliqué de définir. À Fort-Calquier, en revanche, on a un groupe d'avancés, de réels avancés. Voilà, des filles qui en font depuis 10 ans, enfin, qui sont bien solides techniquement. Et un cours d'intermédiaire et également un cours de chant et danse pour ce qu'on appelle film des fiestas. C'est toi qui fais le cours là aussi? Oui, de chant. Alors, chant pour danseuse, hein, je ne suis pas chanteuse. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Mais oui, de chant et de danse. Alors, le film des fiestas, c'est le moment de fête à la fin du spectacle où tout le monde improvise un petit peu. Voilà. Il y a quand même des codes à connaître. Et donc, ce cours sert à ça, à donner les codes d'improvisation. Ok. Quels sont les codes du coup d'improvisation? Alors, c'est un peu comme le jazz, en fait, le flamenco. Bon, je peux pas dire que je suis une experte en jazz, mais disons que l'improvisation est possible si chaque acteur partage les codes. Donc les codes, on va avoir pour le danseur une façon d'appeler le chant, c'est-à-dire de demander au chanteur de commencer à chanter, ou au guitariste de commencer à jouer. Euh, et voilà. Et le chanteur doit reconnaître le code. Enfin, c'est tout un dialogue. Après, le danseur, et c'est pour ça que je donne des cours de chant, c'est que le danseur, comme le guitariste, enfin, comme tous ceux qui œuvrent dans le spectacle, doivent connaître le chant flamenco. Donc, pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir improviser dessus. Tu nous disais que tu avais pas mal de femmes. Est-ce que tu as aussi des hommes? Essentiellement. Combien ça représente en termes de pourcentage à peu près les hommes qui viennent à tes cours? Ah bah là, cette année, j'ai 100% de femmes. Alors, il y a eu des hommes à Fort-Calquier notamment, mais cette année, non, j'ai 100% de femmes. Et ça vient d'où le fait qu'il y ait 100% de femmes? Je sais pas, je crois que la danse, déjà, chez les hommes, c'est pas toujours très bien perçu, assumé, je ne sais pas quel mot choisir, mais voilà. Alors que le flamenco, c'est une danse qui peut être très masculine. Enfin, genre, il y a beaucoup de danseurs flamenco en Espagne. Oui, parce que tu nous disais qu'en Espagne, à Séville, en Andalousie, tout le monde dansait. Hein. Et bah, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. J'ai des amis qui n'ont jamais dansé, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout type de culture qui se retrouvait, que ce soit des hommes, des femmes, Ah oui. tout type Oui, non, pardon. Oui. de milieu social. C'est ça. Et ça, t'as un peu plus de mal à le retrouver ici en France.
Oui, en tout cas, voilà, j'ai pas, chez les hommes, non, il n'y a pas trop d'attrait pour la danse en général, je crois, et le flamenco. Est-ce que tu as une vision, toi, sur ton association, sur les spectacles, à moyen, long terme? Comment tu veux faire un petit peu évoluer tout ça? Les spectacles, bon, c'est vrai qu'avec cette nouvelle, enfin, ce nouveau spectacle là qu'on va terminer bientôt, j'espère. L'objectif, ce serait vraiment de le faire tourner, c'est-à-dire de le faire acheter dans des salles de spectacle. Ok, trop bien. Donc là, il y a un gros travail de diffusion après. Ça, c'est pas la partie que j'aime le plus, mais qui est essentielle parce que voilà, pour pouvoir après, parce que toutes ces périodes de résidence là, en fait, les artistes sont pas vraiment rémunérés. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne. Enfin, sauf si évidemment vous êtes en coproduction avec un grand théâtre et dans ces cas-là, oui. Mais sinon, si c'est en autoproduction, donc c'est des périodes un peu de bénévolat et après on est rémunéré sur la vente du spectacle. Donc la vente du spectacle est quand même La vente des spectacles, du coup, et aller démarcher les salles, Mhm. c'est qui s'en occupe? Là, c'est moi, la compagnie, c'est moi. Oui. Après, quand, dans ce spectacle-là, oui, je compte bien sur le concours de mes acolytes pour trouver. Et le but, ça va être quoi, d'aller démarcher les salles en région PACA ou de s'extraire un petit peu à tout type de région? Non, bah là, comme la plupart des artistes finalement du projet vit à Paris, ça peut Mhm. être en région, voilà, ça peut être à Paris, en région parisienne, en fait, parce que ça marche beaucoup aussi par réseau, tout ça, donc c'est un peu activer le carnet de chacun et voir ce qui est possible de faire. Et du coup, comment ça se passe, toi, quand tu vas démarcher une salle? Tu leur présentes bien sûr le projet, le spectacle. Mhm. Après, vous négociez un petit peu en termes de prix. Comment ça se passe un petit peu tout ça? Quand on en est là, déjà, c'est qu'on a, on a gagné. Non, au début, enfin, c'est vraiment l'entrée en matière qui est compliquée. C'est la présenter quand on connaît pas on connaît pas déjà. Envoyer le dossier, je pense pas que ça serve à grand chose. Faut voilà, appeler. Se Ouais, déplacer. faut essayer de trouver un endroit, enfin une branche, un fil à tirer. Parce qu'envoyer comme ça, enfin, je sais pas. J'ai bossé aussi dans un festival. Je sais qu'on en reçoit 100 par jour et Oui, donc les et, conseils que tu donnerais, c'est se déplacer directement, essayer de parler au bon interlocuteur. c'est essayer de parler au bon interlocuteur. C'est pas forcément d'aller voir directement le chargé de programmation. En fait, essayer de, de, de se faire, enfin, comment dire, oui, de créer un petit réseau comme ça il y a même une personne, là, je sais que j'ai pu, euh, j'ai pu faire fonctionner un réseau qui va probablement donner quelque chose, mais voilà, par le biais de connaissances qui sont pas forcément dans le spectacle. Voilà, ça marche aussi comme ça. Du coup, quelle est l'importance du réseau selon toi et est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ou c'est vraiment en interne, le bouche à oreille? Comment ça se passe tout ça? Je pense que ce sont deux strates un peu différentes. Enfin, les réseaux sociaux, je suis pas sûre que ça puisse convaincre un programmateur, par exemple, de programmer ton spectacle. Je pense plus que le réseau va fonctionner si une salle d'une certaine taille va programmer ton spectacle, ah bah, du coup, l'autre salle va voir que donc c'est un spectacle qui vaut le coup et ça va se passer un peu comme ça. Plus que réseaux sociaux pour les cours, tout ça, oui, c'est une autre publicité. Mais pour le spectacle, même on dit par exemple de faire des beaux teasers de spectacle. Beaucoup de programmateurs aujourd'hui disent qu'ils veulent voir le spectacle et que les Ok. teasers n'intéressent pas parce que le teaser renseigne pas toujours sur la qualité du spectacle en fait. On peut avoir un super teaser et un spectacle un peu moyen et l'inverse aussi. Et comment t'essayes? Parce que du coup, c'est du commercial, c'est de la vente. Oui. Comment t'arrives à, à vendre le spectacle? C'est quoi les points que tu mets en avant? C'est pas la partie la plus évidente pour moi, hein. On pourrait dire j'ai fait communication. Non. Là, il s'agit de mon travail, donc c'est encore différent. C'est pas la même approche. Mais
Bah, les choses à mettre. En fait, ouais, c'est un peu adapté à l'interlocuteur aussi. Qu'est-ce qu'il est. Moi, là, je sais que dans ce spectacle, ce que je mets en avant, ben, c'est la richesse de la composition musicale, chorégraphique. Voilà, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ou c'est un spectacle où on est 4 danseuses et qu'en flamenco, on le voit pas forcément beaucoup. C'est souvent une danseuse, deux, un danseur, une danseuse. Et, et que c'est un spectacle qui est. Il y a une narration. Voilà, il y a un propos, c'est un peu recherché. Si les personnes, elles souhaitent te découvrir, mais pas forcément pour venir prendre des cours avec toi, pour aller voir tes spectacles, que ce soit en région PACA ou ailleurs, Mhm. comment elles te contactent ou du moins comment elles arrivent à voir quelles sont les dates, quelles sont la programmation. Je suis pas là pour le coup sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. Bon, l'association, enfin la compagnie El Coral Flamenco, ouais, je communique Donc c'est quoi sur Facebook, Instagram? Facebook et Instagram, ouais, c'est tout. Et j'ai un site internet aussi, donc El Coral Flamenco, Instagram et Facebook. À quelle fréquence tu essaies de publier sur les réseaux sociaux? Je suis pas très, très assidue sur la communication, mais j'essaie le plus possible. En tout cas, là, je sais quoi. Là, j'ai un spectacle le 31 mai. Si, j'ai communiqué déjà. Et est-ce que toi, à titre personnel, hors flamenco, tu continues de pratiquer d'autres danses ou tu es vraiment focalisé essentiellement sur le flamenco? J'ai essayé chronophage de flamenco. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mes répètes flamenco, je sais pas l'énergie d'aller danser autre chose. Mais non, enfin là, j'aimerais, hein, dans l'idée, oui, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas trop le temps de le faire. Là, Et, puis là, quand je pars en stage, enfin, voilà, si je peux financer des stages, trouver le temps de les faire, ce sont des stages flamenco. et est-ce que selon toi, vu que c'est quand même assez rythmé, assez physique, ça peut être également assez cardio, Mhm. est-ce que selon toi, c'est bien de faire un petit peu de renforcement à côté pour essayer d'exceller, de performer ou du moins juste se sentir plus à l'aise, en confiance? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu mets en place, que tu conseilles à tes élèves? Ah bah, C'est quoi ton regard là-dessus? ouais. Enfin, moi, dans ma pratique, oui, il y a du renforcement. Enfin, voilà, notamment dans la période d'échauffement, il y a du renforcement. Ne serait-ce que pour soigner la posture, quoi, tout ce qui est un peu abdominaux et bon, pas cuisses, hein, parce que le flamenco, ça va solliciter surtout les cuisses. Le cardio, oui, c'est très cardio le flamenco. Après, moi, la course, enfin, le flamenco, on a déjà des impacts. Donc, la course génère aussi un peu. Bah, je protège un peu mes genoux, je cours pas trop, en fait. Non, mais ça pourrait être du vélo. Voilà. Ben, je ne fais pas de vélo, mais oui. Enfin, le cardio, Enfin c'est voilà, complètement sur important. d'autres éléments, du rameur, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour C'est vrai. travailler le cardio. Moi, je vais pas en salle, alors du coup, j'ai pas accès à tous Mais tu penses que voilà, ces c'est quelque instruments. chose qui Ouais, est de bien pour les bien sûr. personnes qui souhaitent. Le vélo, c'est parfait. Le vélo, voilà, en douceur, voilà, sans lésion possible. Et du coup, tu dois avoir quand même pas mal de mobilité aussi. Est-ce que tu essaies de faire un petit peu de mobilité sur les hanches, sur les cuisses, sur les genoux, sur, D'assouplissement, tu veux sur les dire. chevilles, oui. Alors, les chevilles, elles sont bien tenues, ça va. J'ai soigné des entorses avec le flamenco. Euh, les assouplissements, le flamenco n'assouplit pas. En revanche. Le flamenco, au contraire, va resserrer les hanches parce que c'est très parallèle et on tape comme ça. Donc, les assouplissements, je dois les faire moins, oui, pour compenser un peu la fermeture. Donc, tu essaies d'avoir C'est ça. une petite routine quotidienne ou assez régulière par rapport à ça. Voilà, quotidienne, je sais pas, mais le plus régulier possible. Ouais. Et toi, ton but, c'est de danser le plus longtemps possible. C'est quoi ta Mhm. vision par rapport à ça? T'aimerais Oui, c'est ça. danser jusqu'à 99 ans? Voilà, c'est un peu une chimère, mais oui, ce serait bien. 99 ans, j'aime bien l'idée. C'est vraiment ta vision de continuer à t'éclater là-dedans, à Oui. travailler là-dedans, à faire grandir l'univers et toute la création artistique que tu as envie de dégager. Oui. Ah oui, ça me plaît bien, ça. Non, oui, après, effectivement, je me vois pas dans autre chose, là, tout de suite.
Et bon, 99 ans, ça semble un peu ambitieux, mais le plus longtemps possible, ouais. Après, il y a plein de... Bon, c'est vrai que dans la danse, les danseuses finissent par donner des cours essentiellement, ou voilà, être un peu ce qu'on appelle chorégraphe, directrice artistique de spectacle. Euh, ouais, ça C'est fait quoi à peu près l'âge mature d'une danseuse ou d'un danseur? c'est très variable d'une danse à l'autre. Là, en danse classique, je serais déjà à la retraite. En flamenco, non, on peut aller plus loin. On peut aller bien plus loin. Mais je sais que bah, à Séville, justement, une de mes profs avait 60 ans, 65 ans. Ok. Bon, elle dansait plus trop, hein, mais voilà, elle donnait des cours. Et Danse toi, après la classique. partie chorégraphie, ce genre de choses, ça pourrait t'animer par la suite? Ouais, j'en fais déjà, ouais. J'en fais déjà beaucoup. Bah, ne serait-ce qu'en donnant des cours, je crée des chorégraphies, ou pour les spectacles, pareil, je crée des chorégraphies. Donc, oui. Oui, oui. Comment tu arrives à créer des chorégraphies? Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu d'images, de tableaux, mais Mhm. en profondeur, quand tu pars d'une nouvelle page blanche, comment tu arrives à créer? Parce que c'est pas évident. Non. Non, après, en ayant beaucoup travaillé, j'ai quand même des recours techniques comme ça que je vais pouvoir utiliser et modeler. Enfin, je pars pas de rien, de rien du tout en termes chorégraphiques. J'ai quand même des pas dans les pieds, des mouvements hein, dans le corps. Après, c'est juste les mettre bout à bout Et et pour t'inspirer, tu préfères être, par exemple, chez toi, seul? Tu préfères partir à un endroit que tu connais pas, voyager? Mhm. Tu te nourris de quoi essentiellement pour créer? Ah, ça dépend, hein. Ça dépend. Je peux être efficace enfin, le soir principalement chez moi. Tôt le matin, non, jamais. Le rythme espagnol. Voilà, je l'avais avant de partir là-bas déjà. Oui, et après, je sais pas si c'est dans les moments où je suis en voyage ou quoi, mais en tout cas, ça nourrit effectivement après la création. De la vie, quoi. La vie nourrit la Toi, tu as création. commencé la danse très tôt, 3 ans et demi. Mhm. Pour les personnes qui souhaiteraient faire un petit peu comme toi ou qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants, tu penses que c'est bien d'initier les enfants à partir de quel âge au niveau de la danse? Euh, Bon, l'éveil corporel, c'est bien, déjà. Enfin, parce qu'on peut pas parler de danse à 3 ans, Bien sûr. faut respecter un peu le corps des enfants, on y va doucement, mais l'éveil corporel, oui. Déjà, rien que pour travailler un peu l'écoute de la musique, tout ça. La gestion de l'espace. Au plus on le travaille tôt, au mieux c'est. Après, moi, j'ai des élèves qui ont jamais fait de danse, ni de gym, enfin, ni de travail, n'ont jamais travaillé sur le corps avant et qui commencent à 40, 50 ans. Je leur dis, ça va être un peu plus long, mais c'est pas impossible. Mais Le schéma moteur, tout ça. la Hmm. coordination, ça demande du temps quand même. Du temps. Donc c'est pour ça. Plus on le fait, plus on a passé cette étape. Vu que tu es pas mal dans le domaine artistique, alors que ça soit dans la danse, dans la musique, c'est quoi les artistes que tu kiffes, comme on dirait? Euh, Bah, là, en ce moment, il y a Rosalie qui est pas mal. Hein. Enfin, le dernier album, la chanteuse, hein. Le dernier album est assez exceptionnel. Je suis régalée. Après, moi, je suis un peu obsessionnelle. Ça va être beaucoup d'artistes flamenco. Tu peux nous en citer quelques-uns? Ouais. Danseuse, je suis très, très admirative de Rocío Molina, de sa capacité créatrice. Enfin, c'est un génie de la création. J'aime beaucoup, beaucoup Karima Maya pour sa façon, voilà, pour sa danse, Adela Campayo. J'aime aussi des danseurs, hein, Paniagua, David Paniagua, Jesus Carmona, enfin beaucoup de danseurs et danseuses assez exceptionnelles, Belén Lopez. Enfin. Et ma maestra, celle à qui je dois beaucoup, qui est Ursula Lopez, qui était directrice du Ballet Andalou il y a 2 ans, je crois. Enfin, toutes ces figures-là un peu. Et en chant aussi, en chant, il y a beaucoup bah, après des chanteurs. Ah, je viens d'oublier son nom. Ça va me revenir. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup Christina Tovar, enfin voilà, des chanteuses un peu de cette Et du génération. coup, le flamenco, c'est issu de l'Andalousie. Mhm.
C'est présent dans combien de pays? C'est à l'international? Ouais. Bah, c'est espagnol, c'est même andalou, mais après ça s'est exporté partout. On danse en Chine, au Japon. Il y en a vraiment dans tous les pays. Ouais. Ouais. Donc là, toi, peu importe où tu vas voyager, si tu as envie de danser, tu peux danser. Voilà. C'est ça. Après, je crois que la France, on est le deuxième pays à peu près où le flamenco est le plus représenté, mais quand même en Amérique latine, beaucoup. Amérique centrale, Amérique latine. Au Mexique, il y a pas mal de super bons danseurs. Ok, trop bien. Avant qu'on clôture l'épisode et que je te laisse le mot de la fin, D'accord. du coup, pensez à liker, à vous abonner, à nous faire des retours en commentaire. On a une petite tradition pour clôturer l'épisode. Si tu devais nous résumer en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie de manière générale. Ok. Ma philosophie de vie. Il faut laisser le temps au temps. On terminera là-dessus. Merci Ben. Merci Valérie.